Bonjour et bienvenue sur la chaîne, je suis contente de vous retrouver pour parler de mes lectures de cette semaine et nous avons vraiment beaucoup de choses à faire parce que j'ai pu lire énormément pour mon plus grand plaisir. Je vais un petit peu vous montrer l'étendue de la chose. On est sur ceci. Donc on va pas perdre trop de temps et on va commencer tout de suite. Alors je vais commencer par celui-ci qui est le 3e tome de la BD Médée que je vous ai présenté la semaine passée. Cette collection que j'ai pris à la bibliothèque, que je suis allée me chercher le 3e et le 4e tome. J'ai pu lire déjà le 3e tome hier, donc c'était toujours aussi sympathique. Je vous ai déjà parlé de cette BD, donc je vais pas reprendre tout le tralala, mais on suit toujours Médée qui est partie avec avec Jason et les Argonautes sur leur vaisseau et on suit les péripéties de ces personnages et toujours avec le personnage central de Médée. C'est très chouette, c'est sympathique comme tout. Moi je passe un bon moment avec ces petites BD, donc il me reste le 4 à lire. Je vais rester dans les BD et graphiques, comme ça ce sera peut-être plus pratique. Alors j'ai aussi lu celui-ci qui est L'herbier des fées, c'est fait par Benjamin Lacombe et également par Sébastien Pérez aux éditions Albin Michel. C'est vraiment un très beau livre que j'avais eu sur Vinted en très bel état, donc j'avais eu envie de le découvrir. Et en fait dans cette histoire on va découvrir le carnet de notes d'un très célèbre botaniste russe du XXe siècle, et cet homme qui s'appelle Alexandre est envoyé dans la forêt de Brocéliande par Raspoutine pour trouver un élixir d'immortalité. Donc il va s'intéresser aux plantes et vraiment à tout ce qui se passe dans la forêt de Brocéliande, et il va découvrir un monde féerique, un monde magique qui va complètement bouleverser sa vie. Donc ça c'est au niveau de l'histoire, mais évidemment ce qui est super agréable aussi c'est la beauté du livre en lui-même. Je vais vous montrer quelques planches. Alors, on a ce genre de choses. C'est vraiment un carnet, hein, comme indiqué plus tôt, avec des croquis, avec des petites observations, avec des dessins. Il y a des très belles illustrations, bien entendu, au fil des pages. C'est un livre qui se lit très rapidement. Franchement, il y a beaucoup d'illustrations, comme vous voyez ici. Il y en a même sur 2 pages, donc ça se lit assez rapidement. Quand c'est du texte, eh bien on a ce genre de choses. On a aussi une correspondance entre Alexandre et sa femme qui est restée en Russie. Donc voilà, très bel objet livre, des illustrations à tomber par terre. Et c'était vraiment super agréable de découvrir cette lecture. Alors une autre BD que j'ai lue, c'est celle-ci qui est Les Hauts de Hurlevent, évidemment. Un classique d'Emily Brontë. Ici c'est fait par Yann et Edith aux éditions Delcourt. C'était vraiment super agréable de redécouvrir cette histoire. Moi je l'avais lu, j'avais lu le roman il y a vraiment des années quand j'étais ado et j'en garde un très bon souvenir. Et j'avais ici envie de redécouvrir cette histoire via un autre style, un autre genre, et du coup cette BD a très bien fait le travail parce que c'était super agréable de redécouvrir cette histoire avec la BD. On est sur ce genre de dessin. Ça met bien dans l'ambiance parce que ça reste assez sombre, hein. Il n'y a pas beaucoup de lumière, c'est des couleurs très ternes aussi, ça nous rappelle parfaitement l'ambiance du roman. Voici encore une autre planche et j'ai vraiment beaucoup apprécié. C'est un très bel objet et l'histoire est vraiment bien retranscrite. Donc ici en gros on se trouve sur les landes, des landes sauvages, et on va suivre la famille Earnshaw. Le père va un jour revenir dans sa famille, donc il a déjà 2 enfants, un garçon et une fille, et il va revenir lors d'un de ses voyages avec un jeune garçon, un jeune orphelin qu'il a adopté, qui s'appelle Heathcliff. Et son arrivée va vraiment pas plaire à la famille, et ensuite on va suivre une romance vraiment très passionnée entre Heathcliff et la jeune fille de la famille qui s'appelle Catherine, et on suit tous les bouleversements, tous les drames qui vont accompagner cet amour très dévastateur, et j'ai vraiment beaucoup apprécié ce petit moment BD. Je passe ensuite au manga parce que j'ai lu un premier et un second tome de ce manga, donc Free Run. C'est aux éditions
éditions Ki-hoon et je connaissais pas, ça fait un moment que j'entends parler de cette série et là j'ai eu l'occasion de le découvrir parce qu'il faisait un pack promotionnel où c'était 2 livres emballés ensemble pour le prix d'un. Donc je me suis dit que c'était l'occasion de découvrir cette série dont on parle un petit peu partout et franchement je le regrette pas parce que j'ai passé un très bon moment. J'ai même très envie de continuer mais comme j'ai pas la suite à la maison, bah je suis obligée de m'arrêter, mais je vais continuer cette série parce que c'était vraiment super chouette. Donc ici on va suivre un groupe de héros qui est mené par un personnage qui s'appelle Himmel et ils rentrent tous victorieux de leur combat contre le roi des démons. Cette quête, ce combat a pris 10 ans et maintenant la paix est de retour et le petit groupe va se séparer et tout le monde va reprendre sa vie normale. Et on va suivre un personnage qui s'appelle Freerun qui est le personnage de l'elfe ici. Elle c'est une elfe donc sa vie elle est incroyablement longue, elle n'a pas la même notion du temps que les êtres humains et elle va partir faire son petit chemin et elle va retrouver en fait ses compagnons après 50 ans comme il avait été convenu et évidemment elle va être très choquée parce que ses compagnons, eux, ils ont beaucoup changé. Ce sont des êtres humains. Donc 50 ans après, le personnage de Himmel, qui était le personnage central de leur petit groupe, eh bien maintenant c'est un très vieil homme. Et elle va être extrêmement troublée et choquée parce que Quelque temps après son retour, Himmel va décéder suite à son grand âge évidemment, mais elle ça va beaucoup la perturber et elle va vraiment se rendre compte que la vie des hommes est extrêmement courte et donc on va suivre toute cette réflexion également. On va suivre le personnage de cette elfe qui est un personnage vraiment sympa parce qu'elle a l'air froide, elle a l'air assez détachée mais en fait c'est pas ça du tout. Elle a un cœur malgré tout et elle va comme ça retrouver les autres compagnons de son petit groupe et c'était super agréable de suivre cette histoire qui est assez originale. Étant donné que là on arrive à un moment donné où la grande quête elle est en fait terminée et on va pas avoir le groupe qui va se former pour partir faire sa quête comme c'est le cas habituellement, mais ici on a le groupe qui est de retour, tout s'est bien passé, le roi des démons a été abattu et tout le monde se sépare et on suit juste le personnage de cet elfe et c'est vraiment très original, c'est surprenant, j'ai beaucoup apprécié cette histoire et comme je vous l'ai dit, je vais continuer et poursuivre cette saga avec grand plaisir. Un autre manga que j'ai lu, c'est une suite, c'est celui-ci, donc le tome 2 de Soloist in a Cage. C'est de Ki-hoon et je vous avais parlé déjà du premier tome que j'avais beaucoup apprécié. C'est une série qui est terminée en 3 tomes. Il est un peu plus grand qu'un manga classique. Voici comme cela, c'est ce format-là, c'est un peu plus grand. Pour un petit rappel de l'histoire, on va suivre Chloé qui est une petite fille qui vit en fait dans une cité prison. Entourés par des très grandes murailles, donc sont concentrés dans cette cité prison plutôt, dans cette cité prison tous les plus dangereux criminels et Chloé elle est là, elle s'occupe de son petit frère Locke qui est encore un bébé. Elle n'est jamais sortie de l'appartement qui leur a été attribué et elle attend le retour de ses parents, mais le souci c'est que on se rend bien compte que les parents ça fait très longtemps qu'ils sont plus revenus, en sachant que à chaque fois qu'on quitte son appartement, son domicile dans cette cité prison, eh bien c'est pas certain qu'on puisse revenir entier, étant donné que c'est extrêmement dangereux vu qu'il y a tous les plus gros criminels qui sont réunis là-bas, donc il n'y a pas de gardien vraiment, on empêche les gens de sortir, mais à l'intérieur c'est la jungle. Donc ici on voit bien que Chloé, ça fait très longtemps que du coup les parents ne sont pas revenus. En attendant la nourriture leur est remise par un de leurs voisins qui est un homme dangereux lui aussi, qui prévoit en fait de s'évader avec 2 autres détenus. Et Chloé, elle va entendre ce qui se passe dans l'appartement d'à côté, elle va comprendre qu'il y a une évasion qui est prévue et elle va profiter de cela pour partir avec ces 3 personnages, emmener son petit frère et quitter cette cité prison pour offrir une vie meilleure à son petit frère. Le problème c'est que
ça se passe pas comme prévu. Chloé et son petit frère vont être séparés. Ici, Chloé a grandi dans ce second tome et son but, sa mission, c'est de retrouver à tout prix son petit frère. Et tout comme la première fois à la lecture du premier tome, j'ai beaucoup apprécié ce second tome. On avance davantage dans l'histoire. Chloé a grandi. Ici, elle va rencontrer de nouveaux personnages qui sont ceux-ci. Je vous montre des pages du début pour pas que vous ayez trop d'informations par la suite. Voilà, Chloé, elle a bien évolué aussi parce qu'elle a suivi une formation qui la prépare mieux à cette vie dans la cité-prison aussi. Il y a des dangers qui guettent parce que voilà, il y a des personnages pas très recommandables, extrêmement dangereux qui ont vu que Chloé était présente. J'essaie de pas trop vous donner d'informations, mais voilà, c'est super bien fait, c'est très intéressant à suivre. Il se passe beaucoup plus de choses aussi dans ce second tome et du coup j'ai hâte de découvrir le troisième parce qu'il y a plein de révélations ici dans le second tome et du coup j'ai hâte de savoir comment tout ça va se clôturer avec le troisième. Alors ça c'est pour mes lectures donc BD, graphiques et tout ce qui est manga. Alors j'ai terminé ma lecture audio, je vous en avais parlé précédemment, donc je vais rapidement en reparler maintenant. C'était celle-ci, le Silmarillion de J.R.R. Tolkien dans les jolies éditions Bourgeois, si je me rappelle bien. Oui, Bourgeois éditeur. J'ai cette magnifique édition et je suis super contente de l'avoir avec plein d'illustrations au fil des pages. Je vais vous en montrer quelques-unes pour que vous puissiez vous rendre compte. Voilà, c'est ceci. Il y en a un peu partout, donc on a ceci. Encore ici en paysage, il y en a un petit peu partout, il y en a quand même un certain nombre, donc c'est très agréable pendant la lecture. Moi j'ai beaucoup apprécié découvrir celui-ci, cet univers, tout ça se passe avant Le Seigneur des Anneaux, avant Bilbo le Hobbit, donc il faut vraiment absolument aimer l'univers Tolkien parce que la plume aussi, son style, parce que sinon vous allez être à mon avis un peu dégoûté parce qu'il y a beaucoup d'informations, il y a beaucoup de personnages et il y a beaucoup de choses qui se passent. Il faut suivre, il faut être au taquet parce que c'est vraiment toute l'histoire en fait qui se passe avant Le Seigneur des Anneaux. Donc il y a vraiment énormément de choses qui se passent. Ici on va suivre toute l'époque autour de Morgoth, qui est donc le premier seigneur des ténèbres qui s'est installé en terre du milieu. Il y a eu des bagarres, il y a eu des batailles épiques, il y a eu plein de choses. On parle aussi du vol des Silmarils, évidemment, qui sont les trois joyaux, les trois derniers joyaux qui contiennent la dernière lumière pure du Valinor. Donc voilà, on est bien dans l'ambiance elfique, dans l'ambiance de Tolkien et moi j'ai passé un très bon moment, mais je le recommande pas à tout le monde par contre parce que sinon je crois que ça pourrait être assez lourd, assez éprouvant comme lecture. Mais si vous aimez, si vous adorez l'univers, le style, si vous avez déjà lu Le Seigneur des Anneaux, je pense que ceci pourrait tout à fait vous plaire. Je passe maintenant à celui-ci qui était une de mes lectures en cours de la semaine passée. Je l'ai terminé, c'est Les Mystères de Laris Pem, le premier tome qui s'intitule Le sang jamais n'oublie. C'est écrit par Lucie Pierra Pajot et on est aux éditions Gallimard. C'est un petit livre, je vous en avais un petit peu parlé et j'ai beaucoup apprécié cette lecture. Donc c'est le premier tome d'une trilogie que je vais continuer parce que ça m'a beaucoup plu ce premier livre. Donc ici nous sommes en 1899 dans la cité de Laris Pem qui est l'ancien Paris et on va suivre notamment le personnage de Liberté et de Carmine. Liberté, c'est une mécanicienne de grand talent et Carmine, c'est une apprentie bouchère qui est un statut assez élevé dans cet univers et
il y a eu un grand chamboulement, une grande révolution précédemment, et il y a une paix qui a été plus ou moins installée. Donc en fait il y a eu une révolte et tout ce qui est les personnes riches, les aristocrates, etc. ont été renversés. Et depuis quelques années, voilà, le nouveau régime est en marche, est bien établi, mais on va bien sentir qu'il commence à se passer des choses un petit peu étranges à l'Arispem et qui a l'ombre d'une société secrète qui s'intitule les Frères de Sang, qui semble être de retour. Et donc il y a toute cette ambiance un petit peu de tension latente qui est présente. Et on va également suivre un autre personnage en plus qui s'appelle Nathanaël, qui est un jeune orphelin. Il a un passé extrêmement mystérieux et chose intéressante, il va aussi commencer à développer des pouvoirs. Je m'arrête là pour l'histoire parce que j'ai pas envie de trop vous donner d'informations, mais ça c'est un petit peu l'ambiance du roman que j'ai beaucoup apprécié. Donc on est dans une ambiance steampunk ici clairement, c'est super chouette. L'écriture elle est fluide, elle est agréable à suivre. Ce livre il se lit extrêmement vite, il fait 300 pages seulement, je vous l'ai dit, donc du coup effectivement c'est rapide, mais le rythme est bien soutenu, on a envie d'y revenir. Moi je l'ai dévoré aussi à un moment donné, j'ai lu la seconde moitié d'une traite parce que j'étais accrochée dedans. C'est extrêmement mystérieux aussi, et du coup je suis très curieuse de découvrir la suite parce que ici c'est un premier tome, donc on n'est pas encore vraiment dans l'action, c'est assez introductif pour nous présenter un petit peu l'univers, pour nous présenter ce qui s'est passé, pour avoir une idée des personnages centraux, donc à savoir Liberté, Carmine et ce Nathanaël. Maintenant du coup, je suis très curieuse de découvrir ce qui va se passer ensuite dans le second tome. Il y a plein d'éléments très intéressants, les personnages sont super sympas. Donc tout ça m'intrigue beaucoup avec les mystères, les intrigues dans ce groupe secret là qui commence à remonter, les Frères de Sang, tout ce qui est lié au pouvoir aussi, parce que ce pouvoir que développe Nathanaël, il est lié au sang également. Donc toutes ces thématiques m'intéressent beaucoup. On sent que la révolte gronde doucement, qu'on va aller de nouveau vers un gros bouleversement, et je suis très curieuse de découvrir comment tout cela va se passer. J'ai également lu Terre de brume, le premier tome, Le sanctuaire des dieux. C'est écrit par Cindy Van Wilder et on est aux éditions Rajo. C'est aussi un livre qui est pas super épais, qui fait également moins de 300 pages, que j'ai dévoré assez rapidement. Dans ce livre, nous sommes dans un univers qui a été envahi par la brume. Et on va suivre en fait deux jeunes femmes qui en gros vont unir leur magie pour pouvoir sauver le monde de la destruction. Ça c'est pour faire simple, mais effectivement on va donc suivre Hera d'un côté, qui est une jeune femme qui vit au sanctuaire des prêtres de l'eau, et elle suit un apprentissage dans ce sanctuaire pour maîtriser sa magie. D'un autre côté, on a une autre jeune femme qui s'appelle Intisar, qui elle est une sœur de feu et qui suit aussi un apprentissage, mais un jour elle va arriver au sanctuaire de l'eau pour avertir les habitants qu'une terrible menace approche. Une vague de brume se dirige vers le sanctuaire de l'eau. Mais le problème, c'est que cet avertissement va arriver un petit peu trop tard et que la vague, en fait, c'est une brume extrêmement dangereuse qui tue tout sur son passage et qui est peuplée de créatures très étranges et très dangereuses également. Cette vague de brume va arriver au sanctuaire sans que il ait pu faire quoi que ce soit avant, et elle va frapper vraiment de plein fouet le sanctuaire, donc il va y avoir beaucoup de dégâts, il va y avoir beaucoup de pertes, et on va suivre ensuite les deux jeunes filles qui vont, comme je l'ai dit, unir leur magie pour essayer de détruire cette brume mortelle et dangereuse pour ce monde en fait. Donc ça c'est au niveau de l'histoire, pour faire simple, et c'était un premier tome assez sympa. J'ai passé un bon moment, j'ai bien apprécié l'univers, tout ce qui entoure cette brume mystérieuse, parce qu'on en apprend un petit peu plus vers la fin de cette lecture. Je vous dis pas évidemment ce dont il s'agit, mais c'est assez bien construit, c'est assez bien pensé, mais ça reste quand même en surface. Donc c'est un premier tome qui est quand même assez introductif de manière générale.
Tout ce qui est lié aussi au pouvoir des éléments, j'ai beaucoup apprécié. Donc on a l'eau, on a le feu, on a aussi l'air qui va faire son apparition. Donc est-ce que ce sera ces trois éléments-là ou est-ce qu'il y en aura d'autres également? Je suis assez curieuse, mais j'ai bien apprécié en fait ces pouvoirs liés aux différents éléments. Comme je vous l'ai dit, c'est assez introductif dans son ensemble, même si le début commençait très fort. Ça m'a un peu perturbée parce que le début, je me suis dit waouh, on est directement dans l'action. Il se passe plein de choses déjà et puis après c'est légèrement retombé. Mais bon, ça m'a pas dérangé spécialement non plus, j'ai juste noté ce petit élément, mais j'ai continué la lecture parce que il y a d'autres choses qui m'intriguaient et que j'avais envie de comprendre et du coup j'ai continué à lire. Il y a tout un mythe aussi, tout un mystère plutôt autour du personnage de Hera, de par ses origines et je suis aussi très curieuse d'avoir plus d'informations à ce sujet. Donc il y a plein de petits éléments comme ça qui donnent envie de poursuivre et d'en savoir un petit peu plus. Ce qui est dommage, c'est que ça reste vraiment en surface parce que tous ces éléments nous donnent envie de poursuivre, mais je pense que ça peut aussi rebuter d'autres personnes. En fait, je suis même pas encore décidée parce que j'ai envie de connaître la suite, parce que tous ces éléments, comme je vous le dis, me donnent envie d'avoir des informations en plus, tout ce qui tourne autour du personnage de Hera, tout ce qui est ses pouvoirs liés aux éléments, tout ce qui concerne la brume et les petits éléments qu'on nous a dévoilés ici à la fin. Il y a aussi tout ce qui concerne la présence des dieux qu'on nous cite au début de ce livre. Il y a plein de choses que j'aimerais avoir plus développées par la suite, mais est-ce que c'est suffisant en fait pour me donner envie de lire le second tome? En tout cas là pour l'instant c'est pas prévu. C'est pas prévu pour tout de suite. Je n'ai pas non plus le second tome en ma possession. Ça me donne envie de lire la suite, mais voilà, il y a eu quand même des petits éléments au niveau du rythme de cette lecture qui m'a un petit peu dérangée. Donc je sais pas trop. Je dois encore réfléchir, c'est un peu voilà, je suis un peu assise entre deux chaises parce que il y a des choses qui me donnent envie de poursuivre, mais il y en a d'autres où je me dis voilà, est-ce que ça va m'apporter vraiment quelque chose d'avoir la suite de cette histoire ou pas? Est-ce que je me contente du premier tome et tant pis si j'ai pas toutes les informations, ou malgré tout je me procure le second tome pour avoir la suite? Je sais pas trop en fait, mais je verrai par la suite. Si jamais je tombe dessus peut-être en bibliothèque, alors je lirai la suite parce que je sais pas si j'ai vraiment envie d'acheter le second tome. Donc peut-être que ce que je vais faire, c'est voir si la suite n'est pas disponible en bibliothèque. Comme ça, je pourrais me plonger dedans et si voilà, je reste sur un avis un petit peu mitigé comme ça, c'est pas trop grave. Ouais, je pense que je vais faire ça. Alors, je passe maintenant à un livre que je n'ai plus avec moi parce que je l'ai rendu à la bibliothèque, mais je vais vous mettre le petit encart avec la petite image, mais c'est donc Hidden Picture, qui est un livre dont je vous avais déjà parlé la semaine passée, me semble-t-il, parce que c'était aussi une de mes lectures en cours que j'ai énormément aimé. Donc dans cette histoire, on va suivre Mallory qui vient tout juste de sortir d'une cure de désintoxication et elle va être engagée comme babysitter dans une famille pour s'occuper de Teddy, donc un petit garçon de 5 ans. Cette famille a l'air bien sous tout rapport, assez agréable dans son ensemble, très attachée aux règles qu'ils ont instaurées dans la maison. Mallory va être accueillie là-bas très chaleureusement. Elle a une petite cabane dans le jardin où elle peut résider. On lui dit bien que si elle préfère, il y a une chambre pour elle dans la maison. Voilà, elle est vraiment bien entourée. La maman est aux petits soins aussi pour elle, donc elle se sent directement bien dans cette famille. Et Teddy, c'est un petit garçon vraiment gentil, mignon, qui dessine beaucoup. Et voilà, il va commencer à faire des dessins de Mallory et lui sur leurs activités, sur les petits jeux qu'ils font. La relation avec Teddy se passe super bien, ils sont directement très complices, Teddy est directement très attaché à elle. Et
toujours autour de ses dessins. Donc Teddy dessine de plus en plus et au début ce sont des dessins, tout ce qu'il y a de plus classique, des dessins d'enfants de 5 ans, pas de problème, mais au fur et à mesure, eh bien, Mallory va constater que les dessins vont changer, qui vont devenir plus sombres et aussi qui deviennent beaucoup plus élaborés. Donc là, elle commence à un petit peu s'inquiéter pour Teddy, mais quand elle en fait part aux parents, ils semblent pas du tout du même avis et donc en gros, ça reste là et Mallory, elle est quand même de plus en plus inquiète pour Teddy. Elle commence à avoir une idée de ce qui se passe quand elle fait quelques petites recherches. Je vous en dis pas trop, hein, mais voilà. Et du coup, on va suivre Mallory dans toute cette affaire et c'était vraiment génial, j'ai adoré. C'était une lecture vraiment excellente, c'était captivant, j'ai été accrochée, j'ai été scotchée, je suis super contente parce que c'est une lecture, comme je vous avais dit la semaine passée, me semble-t-il, que j'avais vraiment très envie de découvrir et là, je suis super contente de l'avoir trouvé en bibliothèque et d'avoir pu enfin le lire parce que c'était vraiment génial. J'avais entendu de bons échos, mais voilà, ça a été confirmé à 1000%. On est dans une ambiance vraiment angoissante où se mêle le surnaturel et un petit peu la folie aussi par moment. Les dessins de Teddy sont inclus dans le livre en fait. Donc on a ces petits dessins comme ça qui sont insérés dans le texte. Je vous montre des petits extraits ici sur le côté pour que vous puissiez un petit peu voir et c'est super bien fait. Franchement, ça ajoute un plus incroyable de vraiment visualiser ces dessins et suivre comme ça l'histoire par les dessins également. C'est une très très bonne idée. J'ai adoré suivre l'histoire de Mallory qui essaye vraiment comme elle peut de comprendre et d'aider Teddy même si la situation la dépasse complètement. C'est extrêmement bien fait. Il y a des moments où je me suis mise à douter de tout parce qu'on part un petit peu sur plusieurs pistes et c'est tellement bien construit que ça remet en question plein de choses qu'on pensait avoir comprises, avoir trouvées. Ouais, franchement, si vous aimez les thrillers sombres, eh bien vous pouvez vous diriger vers celui-là parce que c'était vraiment une lecture excellente du début à la fin. C'est très bien écrit, c'est très bien pensé, c'est très bien construit. Tout m'a plu du début à la fin. C'était vraiment excellent. C'était vraiment waouh, un très très chouette moment de lecture avec celui-ci. Alors j'ai également lu une suite. Ça faisait un petit moment que j'avais laissé cette série sur le côté et j'ai eu envie de m'y remettre. Donc c'est cette série qui s'appelle La Malédiction des Dragon's Blood. C'est écrit par Anne Robillard et on est aux éditions Michel Lafon. J'avais lu le 1, 2 et 3 il y a un peu plus de 3 ans, quelque chose comme ça et j'avais dans ma palle le tome 5 en pensant que j'avais lu le tome 4, mais en fait pas du tout, j'avais pas lu le tome 4 et j'avais pas le tome 4 dans ma palle non plus, donc j'avais fait une petite commande pour acquérir le 4e tome et pouvoir continuer la série et ici j'ai eu envie de me plonger dans ce 4e tome et c'était vraiment très sympa. Alors c'est une histoire, je vais vous parler du premier tome et de l'histoire générale, évidemment pas du 4e parce que sinon ça n'a aucun sens pour vous. En fait, on va suivre Samuel Andersen qui est un musicien un peu raté, qui a plein de problèmes financiers. Il avait une famille mais ils ont divorcé, sa femme s'est remise avec quelqu'un d'autre, ils ont une petite fille mais sa petite fille qu'il adore vit avec sa mère parce que son nouveau mari a de l'argent et a les moyens financiers pour entretenir sa fille et son ex-femme. Donc lui il se retrouve vraiment dans une situation difficile, il est assez désespéré et un soir, en fait, on est à Londres, il y a beaucoup de brouillard, il est pas bien, il s'approche de la Tamise et tout d'un coup, il va se retrouver comme par magie devant les grilles d'un très mystérieux manoir. Et il va très très vite comprendre que c'est pas un lieu ordinaire.
étant donné que dans ce manoir, il y a des fantômes, pas n'importe lesquels parce que ce sont les fantômes de ses ancêtres. Et il va découvrir que les fantômes de ses ancêtres ne se trouvent pas dans ce manoir par plaisir, mais parce qu'il y a une malédiction qui pèse sur sa famille, une malédiction qui a été jetée par une méchante sorcière, et Samuel en gros est la clé pour pouvoir annuler cette malédiction. Dans ce manoir, il y a aussi 46 portes, toutes alignées dans un couloir qui sont fermées à clé. Elles s'ouvrent à un moment donné bien particulier et Samuel peut à ce moment-là passer ces portes une à la fois et il se retrouve en fait plongé dans le passé d'un de ses ancêtres. Donc c'est super intéressant, ça c'est au niveau de l'histoire, je vais m'arrêter là en gros, comme ça vous avez les informations générales, mais c'est une lecture qui est assez sympa, ça casse pas trois pattes à un canard non plus, mais franchement c'est assez addictif, c'est fluide à lire, ça se lit très vite, c'est voilà, c'est un petit moment comme ça qui se dévore. Il y a plein d'éléments que moi j'apprécie beaucoup, tout ce qui est l'aspect historique, vu qu'il a ces 46 ancêtres qui sont là, on débute à la période viking et on va passer par toutes les époques aussi, donc j'aime bien cet aspect historique où Samuel va découvrir l'époque de son ancêtre, l'histoire de son ancêtre, le côté magique aussi est sympa, le côté malédiction avec cette sorcière est super agréable, donc voilà, c'est une petite série assez agréable, assez sympathique, sans non plus être waouh, mais moi je passe à chaque fois un très très agréable moment et j'avoue que ça m'avait quand même manqué de plus y être retournée depuis si longtemps. Il y a aussi pas mal de répétitions, il faut bien le dire. Moi ça m'a pas gênée étant donné que comme je vous l'ai dit, les 3 précédents ça faisait au moins 3 ans que je les avais lus. Donc le fait que dans ce tome 4, on me rappelle des petites choses des épisodes précédents, ben, c'était assez bienvenu parce que je me souvenais pas de tout non plus. Donc voilà, ces petits rappels comme ça posés étaient bien agréables. Après c'est vrai que si on lit vraiment la série dans l'ordre, ça c'est un petit peu agaçant d'avoir des répétitions comme ça à chaque tome. Je me rappelle plus si c'était déjà le cas dans les tomes précédents. Moi ça m'a pas gênée parce que voilà, c'est une petite série que j'aime bien lire comme ça de temps en temps. J'y passe un petit moment agréable et c'est assez addictif parce que une fois que on a plongé le nez dedans, en tout cas pour moi, mais maintenant j'ai envie de savoir ce qui va se passer parce qu'en général Samuel par tome passe par 2 portes environ, donc 2 époques et il y a quand même 46 ancêtres. Donc il y a un petit goût de reviens-y pour savoir par quelle porte il va passer. L'objectif c'est de passer une porte bien précise qui est la clé qui pourra débloquer en fait la malédiction avec la sorcière, mais comme le passage de ces portes se fait de façon complètement aléatoire, bah c'est un peu compliqué. Donc ici dans ce tome 4, il y a peut-être une astuce pour pouvoir trouver plus facilement cette porte bien précise. Je vous dis pas de quoi il s'agit bien entendu, mais voilà, très très chouette moment, très agréable moment. Le tome 5 est dans ma palle. Je vais attendre un petit peu pour le lire, mais je vais pas attendre non plus des années parce que ça m'a donné envie de continuer. Je sais pas en fait combien de tomes il y aura, je crois qu'actuellement il y en a 7, mais je sais pas s'il y en aura encore plus par la suite, donc à voir. Et dernière lecture à vous présenter, c'est celui-ci qui est donc le tome 2 des projets secrets de Brandon Sanderson qui s'intitule Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale aux éditions Le Livre de Poche. Dans cette histoire, on va suivre un homme qui se réveille dans une clairière. Il a perdu la mémoire et il se trouve dans un environnement, dans un paysage qui ressemble énormément à l'Angleterre médiévale, mais il sait pas du tout de quelle façon il a atterri là. Comme il a perdu la mémoire, ben, il sait plus du tout qui il est, d'où il vient,
Pourquoi il a atterri là, c'est un très grand mystère pour lui. Et en gros, on va le suivre dans sa quête pour retrouver sa mémoire. On va se rendre compte aussi qu'il est recherché par un groupe de personnages assez étranges et extrêmement puissants. Il va rencontrer également d'autres personnes appartenant à cette époque et ils vont former un petit groupe. Ils vont également l'aider. Ils vont partir dans une quête parce que en plus d'avoir ces personnages dangereux qui le traquent lui, ils vont aussi essayer de retrouver un autre jeune personnage qui a été enlevé. Donc ils vont partir comme ça tous ensemble et pour aider notre personnage principal à retrouver sa mémoire, il va découvrir sur lui en fait un manuel, un guide qui est justement intitulé Manuel de survie du sorcier frugal dans l'Angleterre médiévale. Donc il va comprendre évidemment qu'il est dans ce monde de son propre chef et ce guide va tout doucement l'aider à lui faire retrouver la mémoire. Donc voilà pour cette aventure qui est assez étrange, il faut bien le dire. Le livre est très joli. J'ai pris la version en relié avec des illustrations au début et également à la fin comme ceci. La mise en page est super sympa également. Par moment on va avoir des pages de ce fameux guide aussi qui sont un petit peu brûlées. Vous voyez, ça fait un système comme ça. Donc voilà, une lecture qui m'a plu, mais j'ai préféré Tresse de la mer émeraude à cette histoire-ci, même si j'ai passé un bon moment. L'histoire est quand même fluide et ça se lit bien, ça se lit rapidement. C'est un livre qui fait quand même 500 pages et franchement je l'ai lu très rapidement parce que voilà, c'est du Brandon Sanderson, la plume est agréable, la plume est fluide. J'ai passé un moment assez sympa à suivre tous ces personnages dans l'Angleterre médiévale avec le système de dimensions différentes. Donc une bonne lecture dans son ensemble, même si petite préférence malgré tout pour le premier. J'ai le troisième projet dans ma bibliothèque qui aussi nous emmène vers quelque chose de complètement différent et j'ai hâte de le découvrir. Je sais pas quand je vais lire le troisième tome, sans doute pas pour tout de suite, mais j'aimerais bien lire en tout cas les 4 projets de Brandon Sanderson, les 4 projets secrets qui sortent cette année-ci, de lire les 4 cette année-ci malgré tout pour être à jour dans ces lectures-là. Voilà, nous avons fait le tour de mes lectures faites cette semaine. J'espère que vous êtes toujours là. Si vous voulez, n'hésitez pas à aller prendre un petit truc à boire ou un petit truc à manger parce que maintenant nous allons passer à mes lectures en cours et j'ai commencé aussi pas mal de choses. Je vous montre ça. Alors, je me suis lancée dans cette lecture qui est La malédiction du Cecil Hotel. Évidemment, ça m'a interpellée étant donné que c'est mon prénom. Enfin, il manque un E, mais en gros, c'est mon prénom. C'est écrit par Sonia LWU et c'est aux éditions Pocket. C'est un petit livre tout fin. Ça parle évidemment d'un hôtel situé en plein cœur de Los Angeles qui devient rapidement, après son inauguration, un repère d'alcooliques, de junkies et autres. C'est le théâtre d'une multitude de suicides, d'overdoses ou de décès inexpliqués. Et on nous explique que l'hôtel est également lié à de nombreuses affaires criminelles jusqu'en 2013, au moment où le corps d'une étudiante va être retrouvé dans cet hôtel. Donc ça m'a assez intriguée. Je me suis dit que ça pouvait être une petite lecture angoissante comme ça, qui fait un petit peu peur. Le livre est vraiment pas long. Il fait, alors, 250 pages environ. Et je viens de commencer, j'ai lu le premier chapitre, donc je sais pas beaucoup vous en parler pour le moment, mais voilà, j'ai hâte de découvrir, je suis très curieuse de cette petite lecture. Je me suis également lancée dans celui-ci, le premier tome de Fablehaven aux éditions Pocket Jeunesse. C'est Le Sanctuaire secret et c'est écrit par Brandon Mull. C'est un livre qui a été choisi via un sondage Instagram. J'avais demandé l'avis sur 2 lectures, celui-ci et un autre, et c'est celui-ci qui a été choisi. Et je suis assez contente parce que j'apprécie beaucoup. J'ai lu une centaine de pages, c'est aussi un petit livre assez fin. Il fait 330 pages environ et on est dans une ambiance avec
des êtres fantastiques, des nymphes, des naïades, des fées. On a 2 enfants, en fait, un frère et une sœur qui vont arriver chez leur grand-père avec lequel ils n'ont pas beaucoup de contact. Et quand ils arrivent sur la propriété, qui est juste à côté, il y a un énorme bois, un énorme territoire, et le grand-père leur dit bien que ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent, jouer dans la maison, dans le jardin et tout ça, mais qu'ils peuvent pas dépasser les limites du jardin. Bien entendu, les enfants vont ne pas respecter cette consigne, ils vont traverser le bois. Ils vont rencontrer des créatures étranges, ils vont se rendre compte qu'il se passe des choses un petit peu magiques sur le domaine, que l'attitude de leur grand-père est pas super claire non plus, et leur grand-père va bien vite comprendre qu'ils n'ont pas respecté la règle de rester dans le jardin ou dans le domaine. Et là, il va leur apprendre qu'en fait, oui, il y a un monde magique qui est abrité dans la forêt, un monde magique qui comporte également des dangers. Et pour l'instant, j'en suis là, donc j'ai hâte de découvrir la suite de cette histoire. J'ai également commencé celui-ci qui est le dernier dragon sur Terre de Éowyn, je ne sais pas comment ça se prononce, Colfer, aux éditions Pygmalion. C'est un livre que j'ai emprunté à la bibliothèque, je vous avais montré la semaine passée dans mes emprunts à la bibliothèque, et j'ai dépassé la moitié. C'est une lecture, je suis pas autant prise dans cette lecture que je l'espérais, mais c'est pas un moment désagréable non plus, donc de toute façon je vais le terminer pour savoir comment ça se passe. Je trouve que ça prend quand même son temps pour être mis en place, mais voilà, je sais pas trop comment ça va se clôturer, vers quoi on va aller, donc je suis curieuse de découvrir tout ça. J'espère que je vais apprécier la suite et je vous en parlerai davantage la semaine prochaine quand il sera complètement lu. Il y a également cette lecture que j'ai commencé la semaine passée, toujours un emprunt en bibliothèque, qui est Violette Hurlevent et le jardin sauvage, écrit par Paul Martin et JB Bourgeois aux éditions Sarbacane. En fait, c'est 4 livres en un. Et j'ai lu le premier livre. Là, je suis arrivée donc au livre 2. Et je sais pas, je suis pas non plus super emballée. C'est sympa au niveau de la mise en page parce qu'il y a plein de petits dessins, des illustrations. C'est une petite fille qui arrive dans une nouvelle maison et elle découvre que dans le jardin, il se passe des choses étranges et elle et son chien partent en exploration. Et voilà, ça se lit super vite, hein, comme vous l'avez vu, c'est écrit assez grand, c'est aéré, il y a plein d'illustrations, donc j'ai pas mis beaucoup de temps à lire le premier livre qui fait ça, qui fait 123 pages. Maintenant, j'ai pas eu spécialement envie de continuer cette lecture, peut-être que je vais un petit peu pousser et lire le second livre pour voir si ça avance un petit peu plus, si ça me plaît davantage, donc je verrai ça dans le courant de la semaine maintenant qui arrive et voir si je le finis ou si je l'abandonne, à voir selon ce qui se passe dans le second livre. J'ai également commencé celui-ci, donc Les Brumes affamées de Dawn Kurtagik aux éditions Le Chat Noir. J'ai un petit peu lu. Voilà, j'ai lu ça, pas grand chose. Je suis au chapitre 4 et j'avais envie d'une lecture aussi un petit peu frissonnante, un petit peu angoissante. J'aime bien les éditions du Chat Noir parce que au niveau de la mise en page, ils font des choses super sympas. Je vais essayer de vous montrer comment faire comme ceci. Donc vous voyez, il y a des pages avec des petits éléments, des petites illustrations, on a des petites lettres, des courriers manuscrits, ce genre de choses. Voilà, ouais, vous voyez un petit peu, hein. La mise en page est super attrayante, ça donne envie de se plonger dans l'histoire. Et ça rythme vraiment le livre, ça met bien dans l'ambiance. Donc voilà, pour l'instant j'ai commencé et j'apprécie assez bien le début. Je sais pas trop vous en dire pour l'instant, mais je vais continuer. C'est une belle brique aussi, hein. Il fait combien, 400 pages 450 pages environ, mais ça se lit assez bien. Franchement, donc je vais continuer celui-ci. Et enfin, je viens de commencer également celui-ci qui est Light Lark, le premier tome aux éditions Lumen de Alex Aster. J'ai la chance d'avoir cette magnifique
version en relié avec le jaspage et tout le tralala. J'étais très curieuse de le découvrir, donc voilà, je me suis lancée. J'ai un petit peu lu hier, j'ai lu le premier chapitre, donc je ne sais pas encore vous en parler pour l'instant, mais je vais le continuer et vous en dire davantage d'ici la semaine prochaine. Et voilà, ça c'est pour mes lectures en cours. Je peux vous montrer ce que j'ai ramené de la bibliothèque hier parce que j'ai été du coup remettre les livres que j'avais lus et j'en ai repris d'autres. Au niveau BD, j'ai pris le 3e tome et le 4e tome de Médée, comme ça je peux continuer cette saga. Je me demande même s'il n'y a pas 4 tomes pour l'instant parce que on voit ici clairement qu'il y a les 4 tomes et dans le rayonnage à la bibliothèque j'ai vu qu'il y en avait également que 4 de disponibles, donc je sais pas si c'est le dernier tome paru et qu'il y a une suite disponible par la suite ou si c'est une série qui se clôture en 4 tomes, je sais pas, donc je verrai bien vu que le 3e tome a déjà été lu. Il me reste donc celui-ci. J'ai également pris La couleur du mensonge, le 1er tome aux éditions Lumen. C'est écrit par Erin Beatty et ça c'est une trilogie qui me tente depuis un bon moment, dont j'entends quand même pas mal de bonnes choses. Je sais pas trop de quoi ça parle et franchement je veux pas trop en savoir non plus. Il est plus gros que ce que je pensais, mais comme c'est Lumen, je sais que ça se lit très bien malgré la taille des livres. Donc voilà, je me suis pris le 1er tome pour pouvoir un petit peu découvrir cette histoire. Et alors je me suis pris des mangas, le 1er et 2e tome du manga Emma aux éditions Latitude. C'est un manga qui est vraiment super grand. Je m'attendais pas à ça, mais au niveau de la taille, vous voyez, ça c'est le manga normal. Et on est sur, voilà, quelque chose comme ça. Donc beaucoup plus massif. J'en ai entendu parler et j'avais envie de découvrir. Je savais pas qu'il était à la bibliothèque, je suis tombée dessus par hasard. Il y a 5 tomes, donc je me suis pris le 1er et le 2e tome pour un petit peu découvrir cette histoire. On se trouve en Angleterre à l'époque victorienne et on va suivre Emma qui est une femme de chambre pour une perceptrice à la retraite. C'est une jeune femme qui est douce, calme et réservée et en fait on va découvrir que cette domestique cache un passé douloureux. À un moment donné, il y a William qui va rendre visite à son ancienne gouvernante. Il va remarquer évidemment Emma et apparemment petit à petit des liens vont se tisser entre les deux personnages. J'avais envie de découvrir, je sais pas trop vers où ça va aller, mais ça m'a donné envie de les lire. Donc je me suis dit bon plan, je vais lire ça via la bibliothèque. Donc voici pour mes petits emprunts à la bibliothèque. Je vais lire tout ça dans les jours à venir. Comme d'habitude, bien sûr, je vais pas lire que les livres que j'ai empruntés à la bibliothèque. Je vais également piocher dans ma palle qui est assez conséquente, mais ça me pose pas de problème. Moi, je vis très bien avec ma palle. C'est un vrai bonheur de savoir que j'ai beaucoup de livres qui m'attendent, que j'ai beaucoup de choix dans mes lectures. Donc, pas de souci à ce niveau-là. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être arrivé jusqu'ici. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, qu'on puisse discuter au niveau des lectures que je vous ai présentées, au niveau des lectures que vous êtes en train de faire. N'hésitez pas à me laisser tout ça en commentaire comme d'habitude. Je vous remercie encore de votre présence. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous souhaite plein de belles choses. À très bientôt.